Paris! Tu vois, j'ai tapé dans mes mains. Bonsoir à tous, chers supporters. Paris est en fête pour la seconde saison consécutive. Paris verra le dernier carré de cette Ligue des Champions. Après avoir vaincu les Teutons, Paris s'attaquera au roast beef avec Manchester City pour la demi-finale au programme. Avec nous ce soir, nos deux fidèles. Drayas, bonsoir. Ah bah putain, dans les présentations, tu commences déjà par les appellations racistes, t'es bien parti, toi. Ouais, oui, Teuton, roast beef. C'est vrai que dans l'époque actuelle, on pourrait avoir des problèmes. Ah bah, attends, c'est J'assume l'entière responsabilité de mes propos. Lionel, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On va revenir évidemment sur cette défaite du PSG 1-0, mais la qualif au bout. Paris est en demi-finale. Paris a battu l'ogre munichois. Paris a battu le favori de cette Ligue des Champions. Première question, est-ce que vous vous attendiez à si peu subir par rapport au match aller où on avait vraiment beaucoup subi? On a un match retour un peu différent. Andreas, est-ce que pour toi, tu t'attendais à autre chose? Et est-ce que pour toi, la qualification est méritée? Alors, je m'attendais un peu à autre chose, mais honnêtement, le premier match était tellement illisible que c'était difficile de prévoir quoi que ce soit. Maintenant, je m'attendais pas à voir un Munich qui soit aussi annihilé dans ses intentions. Annihilé dans ses intentions par la qualité de notre jeu, mais aussi par la faiblesse de ses alliés, je pense. Et est-ce que la qualification est méritée? Oui, je pense qu'elle allait. Je pense qu'elle allait. La victoire parisienne n'était pas imméritée, mais sur le papier, si on regardait au niveau des statistiques, enfin, une victoire de Munich aurait été plus logique. Mais sur l'ensemble des deux matchs, il n'y a rien à dire. Je pense que pas forcément la meilleure équipe, mais l'équipe qui était le plus à même de passer, qui a montré le plus de choses à l'arrivée, ben, c'est Paris et c'est normal qu'on soit passé, quoi. C'est vrai que Paris a joué deux fois différemment, comme Munich a essayé de jouer de la même manière et pas forcément aussi bien en retour. Lionel, est-ce que tu partages cette analyse? Oui, après, je rajouterais une chose, c'est que le fait que Munich n'ait pas de banc, je pense qu'ils ont essayé quand même de gérer une bonne partie du match pour pouvoir essayer d'arriver en fin de match à être en capacité d'augmenter le rythme. Parce que sans devoir effectuer trop de changements. Ce qui n'était peut-être pas le cas de Paris, qui avait quand même un banc un peu plus affûté, avec plus de joueurs capables de changer le Ouais, rythme. non, hein. Ouais, non. C'est là-dessus, il y a un truc qui m'agace un petit peu, c'est que tu entends partout, oui, Lewandowski n'était pas là, oui, Gnabry n'était pas là, mais il faut quand même rappeler que pendant plus d'une heure, on a joué avec une équipe qui sur les ailes, en latéral, les deux remplaçants des remplaçants. On s'est retrouvé avec le joueur le plus emblématique du Paris Saint-Germain, érigé comme paragon du Paris Saint-Germain en début de saison par Leonardo comme étant le joueur qui représentait le Paris Saint-Germain et qui le montre en plus sur le terrain, qui a pas joué pendant 100 minutes du match. On n'a pas joué avec Marco Verratti Alors, qui est décrit partout comme un des meilleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que voulait dire Lionel, c'est qu'il n'y a pas que Gnabry et Lewandowski qui sont absents, il y a aussi les joueurs qui sont aptes à rentrer dans la rotation. Je pense à des Tolisso, à des joueurs comme ça. Et c'est vrai que sur le banc, déjà, ils avaient pu mettre que 7 joueurs sur 12 et des joueurs inconnus comme mais Zeiss, je veux bien. Stanisic. J'entends l'argument, mais je profite de l'argument pour rebondir sur des remarques que tu lis partout sur ce match, comme quoi l'absence de Lewandowski et Non, l'absence non, de mais Gnabry Lionel parlait de l'absence de cartouches sur le Je banc. dis ce que disait Lionel. Je dis juste que je profite de la remarque de Lionel pour rebondir sur le fait qu'est mis trop en avant que le Munich était trop diminué pour pouvoir faire cette double confrontation et on a trop tendance à passer sous silence le fait que Paris était également diminué et de manière significative également, quoi. Et en dépit du fait d'avoir été diminué de manière significative, et si on regarde les changements qu'on a fait, on n'avait pas tellement de changements à disposition, hein, faut être honnête, et quand tu regardes les changements dans les matchs, c'était pas non plus la fête du slip, quoi. Euh, en dépit d'avoir été diminué de manière significative, ça ne nous a pas empêché d'aller chercher les réponses pour aller chercher la qualification. Et cette espèce de truc qui consiste à dire systématiquement, oui, Lewandowski n'était pas là, Gnabry n'était pas là, s'ils avaient été là, le match aurait été très différent. Je trouve que c'est un procès qui est fait de mauvaise foi et qui est un petit peu facile et qui oublie une partie À de la part les fin. supporters munichois marseillais, personne ne l'a vraiment fait celle-là. Après, Tu la vois beaucoup, hein, si, quand même. Parce que sur le banc, nous, on avait encore des mecs comme Rafinha, Kerrer, Sarabia qui sont pas rentrés. Au-delà Oui, de mais Rafinha, Kerrer, Sarabia, c'est trois joueurs sur lesquels Pochettino ne s'appuie pas du tout. Grosso merdo, Oui, oui. le seul joueur qu'on a fait rentrer, c'est Ander Herrera. Tu vois, il n'y a pas de. Il y a pas Non, de... il y a Herrera, Baker et Moiskin. Ouais, Moiskin, bah quand même, voilà. qui joue beaucoup. Mais quand tu vois Munich, c'est Martinez et Mouziala, qui est un jeune du centre qui rentre. Et les autres, c'est Bounassar, Kouassi, Stanisic, Zeiser. C'est tout.
Oui, mais non, enfin oui, j'entends l'argument de Lionel, mais je trouve que c'est un argument qu'on ne doit pas forcément mettre en avant parce que l'autre argument est beaucoup trop mis en avant. Moi, je l'ai entendu sur l'équipe, je l'ai entendu. Enfin, tout à coup, tu aperçois que Lewandowski et Gnabry, c'est genre le Bayern ne peut pas exister sans ces deux joueurs-là, etc., Ah, etc. Surtout qu'ils n'ont pas réussi à trouver cette réponse. Lionel, Moi, vas-y. je mets en avant cet argument, non pas pour dire qu'il était totalement affaibli, je le mets en avant cet argument pour dire que à partir du moment où tu sais que tu n'as pas de cartouche sur le banc, tu ne peux pas te donner à fond pendant 70 minutes en disant, bon, ben après, on va pouvoir faire sortir des joueurs. Ce qui est un peu notre cas, par exemple, quand on prend le cas de Paredes Gay, par exemple, on aurait très bien pu, après la 70e minute, les remplacer par Herrera et Verratti. Qu'on le veuille ou non, tu ne perds pas en qualité quand tu fais ce changement. Sauf Donc, que ça tient que pour Verreira, ton truc. Après, tu peux balancer dans la balance Rafinha. je peux mettre Rafinha Herrera. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la gestion du match, quand tu sais que tu n'as pas de cartouche sur le banc, tu ne vas pas essayer de pousser, surtout si, par exemple, on avait poussé pendant 60 minutes sans réussir à marquer, les 30 dernières minutes, ils ont été incapables d'avoir ce second souffle pour aller. Donc, la gestion du rythme du match de Dortmund était totalement différente, Dortmund, de Bayern était totalement différente par rapport au fait que ben, sur le banc, tu n'as pas de joueur capable d'apporter une plus-value qualitativement. Regarde ce que nous on fait au match aller. Au match aller, clairement, on leur laisse la balle, on fait un plan par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a su adapter notre manière de jouer par rapport à, l'adversaire et par rapport aux forces qu'on avait chez nous. Et c'est aussi une des qualités de l'équipe que de savoir avoir la conscience des éléments dont il dispose pour pouvoir atteindre son objectif qui est la qualification. Et à ce sujet-là, plutôt que de systématiquement mettre en avant la faiblesse du banc de Munich, on peut mettre en faiblesse en avant la capacité de Munich de s'adapter à la situation et de trouver des bonnes Oui, réponses. justement, c'est un peu le point faible de ce Munich qui a 13-14 joueurs très forts et qui joue toujours de la même manière. Et effectivement, quand tu leur enlèves Lewandowski, Gnabry, non seulement tu leur enlèves les cartouches sur le banc, mais en plus, c'est 60 à 70% des buts marqués par l'équipe cette année. C'est le point faible de Munich. Ils jouent toujours de la même manière, mais ils n'ont pas un banc si conséquent. Mais après, je trouve qu'ils ont quand même su s'adapter parce qu'en fait, quand on regarde bien, le Bayern n'a pas mis un rythme intense pendant tout le match et a été capable, lors des 15-20 dernières minutes, de pouvoir accélérer, même s'ils ne nous ont pas mis vraiment en danger, mais ils ont eu la possibilité d'avoir une ou deux occasions si, comme il s'appelle, Sané, le meilleur choix, on n'est peut-être pas en train d'être heureux à ce moment. Donc, ils ont quand même su s'adapter au fait de ne pas avoir de cartouches je trouve, en gérant un peu plus le match. Ouais. En même temps, derrière, on a aussi raté pas mal de choses, mais ils n'ont pas. Je pense que de toute façon, ça avait une incidence sur cette capacité de pouvoir mettre du rythme dès le départ, quand tu sais que ben, de toute façon, si tu dois faire des changements, ce ne seront pas des changements qui apporteront une plus-value qualitative par rapport à ce qui sont déjà sur le terrain. Je te dis, mais je ne partage pas ton avis. Je reste sur ce que je disais avant, qu'il y a, Mais vous partagez le même en plus, hein. Lionel ne dit pas le contraire. Ah, peut-être, alors, peut-être. Dreias, une petite question pour toi. Toi qui, depuis de longs mois, de longues années, voulais voir un match retour consistant, si on avait fait un match aller consistant, est-ce que là, tu as été servi? Bah oui, et c'est même une première c'est même un énorme progrès du Paris Saint-Germain parce que c'est littéralement la première fois qu'on voit ça, quoi. Ce qui est assez paradoxal, c'est le ressenti depuis. T'avais genre le lendemain du match où tout à coup, ah bah ça y est, on est consistant. Et là, on est toujours dans une équipe où on n'a toujours en fait aucune garantie, quoi. Donc oui, on a fait un deuxième match, mais est-ce qu'on va être capable de le refaire? J'en suis pas sûr. Et la satisfaction de l'avoir fait, mais il n'y a pas encore les garanties qu'on est capable de le faire. Très bien, on va passer à Pochettino. Je vais vous poser la question, est-ce que pour vous, sur ce match aller-retour, il a eu tout bon et quelle a été sa principale clé, Lionel? Ben, à partir du moment où il a le résultat, on peut penser qu'il a eu raison. Après, sur le match aller, c'est un peu comme pour le Bayern au match retour. Si le Bayern est un peu plus, comment dire ça, réaliste, on n'a pas le même discours aujourd'hui. Euh, ce qu'on peut lui donner comme crédit, et ça c'est la vérité, c'est que sur le match retour, il a su
régler les petits problèmes qu'on a eu au match aller pour pouvoir nous mettre dans une situation beaucoup plus confortable. Et je trouve qu'il dégage en fait cette sérénité que je ne voyais pas chez les autres coachs à l'époque, quoi. Et ça, c'est pour moi déjà un bon plus. Dryas? Moi, je pense que si le match retour se jugeait au réalisme, le Bayern Munich rentre à la mi-temps avec les fesses toutes rouges. C'est ce que j'ai dit. Ah, pardon, ah bah, je comprends rien. Je ne dois plus parler français. Je dois plus parler français. J'ai entendu que si Munich était réaliste, on ne serait pas aujourd'hui à être heureux. Au match aller. Il parlait au match aller. Il n'y aurait Ouais. pas eu le match retour si au match aller, ils avaient pu. Etc. Ouais, après le match aller, enfin, si on revient sur le match aller, il y a ça, il y a les grosses arènes Navas, mais si on compte les grosses arènes Navas, il y en a quoi? Il y en a 4 dans le match. Je parle pas du fait de faire des arrêts, je pense des gros arrêts où la balle n'est pas sur lui. Il y en a peut-être même 3 qui sont vraiment, vraiment nets. Il y a peut-être 2-3 maladresses munichoises où ça passe trop au-dessus. Et ensuite de ça, il y a eu une solidarité parisienne exemplaire. Donc le résultat du match aller, je ne sais pas si j'ai déjà vu un match. Tu vois, on n'est pas dans le match, on n'est pas dans le scénario du Paris-Ajaccio. Je ne sais pas si vous vous en souvenez à l'époque de Ibra et Laurent Blanc. Le premier but de Cavani. Crochet, pleine lucarne. Bon, enfin, il y avait eu 35 frappes à une. Hein, voilà. Enfin, en gros, tu finis le match, etc., où les statistiques racontent l'histoire du match. Et là, on est dans un truc où tu as 31 frappes à 5, je crois, et les statistiques ne racontent pas la réalité du match. Bah, il y a les stats des grosses occasions. Sur l'ensemble des 2 matchs, Paris a 9 grosses occasions, Munich 8. Oui, enfin, mais en soi, ça raconte pas. Et du coup, j'ai du mal à me référer à ce match aller en disant juste que si Munich était plus réaliste, il l'aurait emporté facilement. Non, je ne pas dit qu'il l'aurait emporté facilement. Je dis juste que sur le match aller, on n'a pas eu une totale maîtrise. Je trouve que non, ça, on a eu aucune maîtrise même, mais pas au point où Munich pouvait marquer si facilement que ça en fait. Et c'est paradoxal en fait sur ce match aller. C'est-à-dire que c'est un match qui est complètement qui sort des normes en fait, qui sort des normes, l'analyser de manière rationnelle, c'est très complexe parce que ça tient à des éléments. Tu vois, la solidarité a pris une place dans ce match côté Paris Saint-Germain qui était juste extraordinaire en fait, qui était absolument fabuleuse et je trouve que elle est super importante pour lire le match et il ne faut pas l'oublier dans l'analyse. Et ensuite de ça, pardon, vas-y Lionel. Mais moi, ce que je mets en avant, c'est surtout que souvent, on n'arrivait pas à réajuster les choses ou quand on est dans une position où on est qualifié, au match retour, on se chiait dedans. Et là, je trouve qu'il a su vraiment régler les petits problèmes qu'on avait eus au match retour pour faire un match aller, pour faire un match retour presque parfait, entre guillemets. Il a manqué que le réalisme, mais au niveau du positionnement des joueurs, du positionnement du bloc, au niveau de réussir à moins laisser les joueurs de couloir en capacité de centrer, etc. Enfin, les quelques réglages qu'il a fait au match retour sont vraiment, je trouve, top, quoi. Je suis d'accord. Du coup, vous estimez on parle beaucoup de conservatisme, pragmatisme. Est-ce que pour toi, Dryas, Pochettino, c'est du pur pragmatisme, ce qui fait notamment Ligue des Champions? Il l'a montré, ne serait-ce que par la manière de jouer de l'équipe en fonction des compositions qu'il a. C'est ok, j'ai pas de milieu qui est technique à l'aller, je ne fais qu'une seule chose, c'est sauter le milieu. Ok, j'ai des joueurs qui sont techniques au milieu, là cette fois on va un peu plus passer par le milieu pour essayer de trouver les attaquants dans la profondeur. C'est la manière de jouer, l'intention du jeu avec lequel est rentré le Paris Saint-Germain n'était pas tout à fait la même entre l'aller et le retour, et ça montre clairement une adaptabilité. Et comme le disait Lionel, il y a eu et c'est vraiment à souligner, quoi, le travail de Neymar et de Di Maria sur les phases défensives, au moins pendant les 60 premières minutes, était absolument hallucinant. Et on s'est retrouvé avec des latéraux qui étaient beaucoup moins abandonnés à leur sort
Et il y a eu une adaptabilité par rapport aux défauts qui a été constaté au premier match, qui a été mise en place, qui a été travaillé à l'entraînement, puis ensuite de ça, mise en place pour le retour, pour faire Enfin oui, c'est du pur pragmatisme. C'est comment, là, j'adapte mon jeu, à l'aller, j'adapte mon jeu par rapport aux réalités qu'est Munich, et au retour, ah bah tiens, j'ai quelques joueurs de plus, donc je change quelques petits trucs, et en plus de ça, je travaille sur les défauts qui ont été vus sur le match d'avant. C'est du pur pragmatisme. Lionel, tu confirmes? Oui, et au-delà de ça, c'est que quand on regarde l'équipe qui met en place, que ce soit à l'aller ou au retour, enfin moi personnellement, quand je vois qu'on commence avec 4 attaquants, même au retour, je me dis c'est encore du suicide. Et je trouve qu'il arrive aussi à donner à ses joueurs cette envie de travailler ensemble. Quand on voit le match de Di Maria, quand on le voit à l'aller, comment il était vraiment mauvais, et on voit son match au retour, euh, pour moi, c'est aussi à souligner quoi, dans le travail quand même Ouais. On va en qu'a fait. reparler, on va en reparler dans les perfs individuels, mais c'est vrai qu'il arrive aussi à ce que les joueurs respectent leur position quand on voit Draxler et Di Maria chacun sur leur aile dans un espace assez bas et Neymar pour pouvoir être touché haut. Après, paradoxalement, sur ce match, Basto, Neymar, il a été flashé sur toutes les zones du terrain. Oui, oui, mais justement, quand tu as un bloc bas et qu'il a quand même flashé dans toutes les zones du terrain, c'est-à-dire qu'il touche autant la ballon haute que le ballon bas, c'est souvent une bonne passe map. Mm. Tiens, juste une petite fin sur Pochettino, Dreas, pour ce débat sur le pragmatisme. Ce que tu as dit en argument, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient la même de Tourelle. Pour toi, c'est différent. Ben non, Tourelle, c'était pas ça. Tourelle, quand il change des joueurs, il en changeait 8. Et ensuite de ça, Tourelle, non, c'était plus ou moins tout le temps la même manière de jouer. Tourelle, c'était un jeu sans ballon qui était exemplaire et enfin, ça a suffisamment été mis. Et puis d'ailleurs, lui-même l'avait dit, c'est pas The Ball to Neymar ou un truc dans le genre. C'était totale liberté pour les attaquants et un jeu sans ballon qui par contre devait être respecté à la lettre. C'était d'ailleurs beaucoup de joueurs qui n'étaient pas forcément positionnés dans leurs axes préférentiels. Oui. Et non, ils cherchaient à altérer l'équipe à l'image de ce qu'ils voulaient obtenir plutôt que d'altérer ce qu'ils voulaient obtenir par rapport aux forces en présence dans l'équipe, quoi. Ouais. Donc, c'est l'opposé du pragmatisme, c'était un dogmatique, quoi. Et au-delà du jeu, dans sa capacité à vouloir garder les mêmes, je suis sûr qu'avec Tourelle, enfin ça on ne le saura jamais, mais Verratti et Florenzi qui sont pas prêts pour Covid, je suis sûr qu'il les fait au moins rentrer. Oui, c'est possible, mais ça, c'est un autre. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est autre chose. Mais oui, c'est possible. C'est On possible. verra. C'est ce qui nous montrait au Paris Saint-Germain dès qu'il y avait un de ses précieux et un de ses essentiels qui revenait. Ah oui, il revenait dès le lendemain, hein, si possible. Il jouait tout de suite. Donc. Lionel, tu veux conclure là-dessus ou on passe au perf individuel? On peut passer au perf individuel. Ok, bon, on va commencer par Navas. Vas-y, Lionel. Mais il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas été exceptionnel. Je trouve il a fait son match, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais j'ai même envie de dire, je suis content qu'on n'ait pas à parler autant de lui comme au match aller ou par exemple contre le match retour contre Barça. Donc c'est déjà une bonne chose pour le club, ça veut dire qu'on a quand même été plus consistant et mieux en place pendant ça. Dryas. Bah, Navas, ouais, lui on a tout dit, il n'y a rien à dire sur lui, sur ce match. Et oui, en fait, il a fait un match moyen où on voyait un peu plus ses défauts, c'est-à-dire ses relances à la main sont propres, ses relances au pied sont très discutables. Mais dans une physionomie de match comme ça, bah, tu es plus en train de te dire, tiens, l'argument du j'aimerais un gardien qui soit meilleur au pied prend plus de poids. Mais cet argument est tellement pas tenable parce que quand tu le vois sur les matchs comme celui de la semaine d'avant, bah, il est essentiel. Et ce qui compte, c'est qu'il soit essentiel de cette manière-là. Quand l'équipe a besoin qu'il soit essentiel de cette manière-là, là, il ne l'était pas. Et il n'y a rien à dire en fait sur son match, quoi. Il prend un but qui peut-être qu'il peut mieux sortir initialement, mais après sur la tête de Choupeau, c'est vraiment pas de sa faute, il peut rien faire. Et sur le reste, oui, on peut juste parler de son jeu au pied, mais bon, c'est du détail, quoi. Un petit point positif, sa gestion du temps de jeu à la fin avec sa petite simulation, Oui. sûr, qui nous fait gagner 30 secondes. Même deux, trois fois. Ouais, c'est surtout sur le dernier centre. Mais oui, il a fait. Oh, je me tiens l'épaule, oh, je me la retiens. Ouais, c'était. Voilà, mais on voit le gardien qui a l'expérience de la Ligue des Champions. Bah, ça, toujours pas éliminé en match aller-retour. Navas en Ligue des Champions dans son histoire. Ouais.
Ouais, il y a eu un bruit chelou. On va passer aux défenseurs. Donc, défenseurs centraux. Dryas Kimpembe, Danilo, ton avis sur leur performance? Ouais, Kimpembe, comment ne pas parler du fait qu'il soit fait bouffer physiquement? C'est normalement son point fort, ça. Il se fait bouffer physiquement par Choupo-Moting sur le but. Littéralement, il va pour mettre sa tête. T'as Choupo-Moting qui lui fonce dedans. Il s'écroule comme s'il avait 25 kilos de moins, quoi. Bah, après, Kimpembe, dans le jeu aérien, c'est, je ne sais pas si c'est un problème de timing, de positionnement ou quoi que ce soit, mais c'est pas son point fort. Il suffit Ouais, bien Que ce sûr, soit défensivement ou offensivement, d'ailleurs. c'est ça. mais- Dès qu'il mais suffit sur de le voir but, le nombre de buts qu'il a marqué à Paris, c'est un seul, et c'est même pas de la tête, c'était du pied sur le corner. C'est pas, il n'a pas ce timing, cette capacité comme avait par exemple Thiago Silva ou Marquinhos pour gérer cette zone-là. C'est-à-dire que quand on prend le but, s'il ne va pas vers le ballon, mais il bloque son corps au sol pour déjà protéger Navas, il n'emmène pas, Choupo-Moting à 2 mètres du but en capacité de mettre sa tête, quoi. C'est vrai. Dryas, au-delà de ça, la prestation sur Kimpembe, ouais. ouais, bah non, mais déjà là-dessus, revenir, c'est ok, d'accord, oui, il est peut-être pas très fort de la tête, mais le problème, c'est qu'il se fait pas bouffer de la tête, il se fait bouffer physiquement. C'est-à-dire que c'est un duel physique qui perd. Et tu aurais d'autres manières, si t'es pas bon de la tête, de l'aborder. Et ça nous montre un truc, c'est que c'est pas le Kim qui est capable de s'imposer physiquement comme il nous l'a montré. C'est un Kim il a été précieux sur les dernières demi-heures, mais mis à part cette dernière demi-heure, il est très décevant. C'est pas le patron de la défense. On a l'impression que le patron de la défense en première mi-temps, que c'était Danilo Pereira. Et Danilo Pereira est là depuis 6 mois, 7-8 mois peut-être. Et Kimpembe est là depuis longtemps. Kimpembe revendiquait un rôle de patron. Et en plus de ça, Danilo Pereira est un milieu et pas un central. Donc voir Kim, et d'ailleurs ça date pas d'aujourd'hui, hein, les matchs où il n'est pas vraiment mauvais, mais c'est des matchs où il est en mi-teinte. Ça fait un moment que ça dure. Il avait fait un très bon match à Barcelone à l'aller, mais sinon, Ouais, depuis sa blessure contre Lille en décembre, il revient un peu voilà, douce, c'est sans vraiment. être mauvais, hein, loin de là. Oui, non, non, c'est mi-figue, mi-raisin, en fait, si tu veux. C'est mi-figue, mi-raisin, mais c'est des matchs où. Alors après, il y a des périodes où il est précieux, comme dans les 20 dernières minutes, mais c'est des matchs où il a du mal ce qui était vraiment son point fort avant, à imposer sa marque physique, à imposer sa dimension physique dans la surface et à clairement dire aux attaquants en face, c'est pas moi que tu vas passer, quoi. Ouais. Et ça, on le sent pas. Et Et sur Danilo, bah, moi, je l'ai trouvé très, très bon en première mi-temps. Je l'ai trouvé très bon, y compris dans ses sorties de balle. Ça s'est bien plus délité en deuxième mi-temps. La fatigue, sans c'est doute, une catastrophe la deuxième mi-temps. Ouais, ouais, et je pense que touche soit sur l'adversaire, mais sa lenteur qui ressort un peu plus. Mais très très bonne première mi-temps, par contre. J'ai envie vraiment de mettre en avant sa première mi-temps qui a été bonne et dans ses interventions défensives et dans ses projections balle au pied. Lionel, ton avis, est-ce que tu trouves Dryas trop sévère sur Kimpembe? Ouais, pas, oui et non, c'est-à-dire que je pense de toute façon pour moi que Kimpembe, c'est avant tout un très très bon. Complément? Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est pas, tu peux pas construire ta défense autour de Kimpembe, mais à partir du moment où tu as trouvé ton leader défensif, tu places Kimpembe à ses côtés, tu sais que voilà, tu peux voyager tranquillement. Pour toi, il y a un Kimpembe avec et sans Marquinhos, du coup. Mais quand tu regardes bien, pour moi, il y a un Kimpembe avec et sans un leader de défense. L'an dernier, c'était pareil. Quand on voit le Final 8 qu'il fait aux côtés de Thiago Silva, Et quand on avait vu Kimpembe erreur, où ça, il rattrapait pas les erreurs, il n'avait pas ce côté patron. Ouais. pour moi, voilà, tu as un Kimpembe avec Marquinhos, avec Varane, pas Varane, avec Thiago Silva, Bah, pardon. d'ailleurs, en équipe de France, où c'est Varane qui n'est pas non plus un leader, Kimpembe a aussi ce côté je suis bon, mais pas le côté patron. Ouais. Et Voilà. tu le trouves pas décevant par rapport à ce que tu dis, justement, sur les quelques matchs qu'il a eu avec Marquinhos récemment, où il était pas si impérial que ça? Après, il faut. C'est comme je disais, je pense que alors, c'est sûr qu'il n'est pas à son top, mais je pense qu'il faut quand même aussi prendre en compte que c'est un joueur qui, depuis quelques semaines, du fait qu'on n'ait pas de latéral gauche et donc
Diallo Enchaîne les matchs. Ouais. enchaîne les matchs. Et je pense qu'en ce moment, il joue avant tout au mental. Physiquement, c'est sûr et certain qu'il ne doit même pas être à 60-70% de ses capacités. Donc, Il a enchaîné aussi avec la sélection où il a joué 2 ou 3 matchs. Donc, oui, c'est sûr que ce n'est pas le Kipembe qu'on a l'habitude de voir, mais je pense qu'il y a des circonstances atténuantes par rapport à ses performances. Maintenant, en analysant ça de manière brute, oui, c'est sûr que ce n'est pas le grand Kipembe, mais je pense qu'il faut prendre en compte le fait que depuis, je n'ai pas le nombre de matchs, mais Basto peut-être peut. Et il revient de blessure aussi. Oui, Hein, mais je pense que en 2 mois, il a dû jouer au moins 14 ou 15 matchs, quoi. Donc c'est énorme. Et en sachant qu'il les a enchaînés justement Alors, après une j'ai période pas le nombre de matchs, mais sur cette année, c'est le 2e joueur le plus utilisé après Mbappé. Ouais. Et comme tu vois comment Paris subit ces derniers temps, les efforts qu'ils doivent faire en défense doivent être plus importants qu'à une époque où Paris avait la possession. Même en Ligue 1, on a souvent des matchs, alors peut-être pas contre Strasbourg, mais on a souvent des matchs où on prend des vagues, et nos défenseurs, ça leur demande un travail physique assez important. Ouais. Et sur Danilo, ton avis, Lionel? Je l'ai trouvé bon. Alors c'est vrai qu'en seconde mi-temps, il était moins bon dans la relance, mais il a été toujours bien placé, bon de la tête. Il a bien couvert d'ailleurs Dagba. Je trouve que pour un joueur qui joue pas à ce poste, je l'ai trouvé bon. Je trouve que c'est un joueur aussi qui prend confiance en lui. Et peut-être que ça peut être la bonne surprise de cette fin de saison en Ligue des Champions. En Ligue 1, je pense que c'est pas un joueur, c'est un peu comme Gay, c'est des joueurs qui ne sont pas nécessaires par rapport à la physionomie de nos matchs. Mais en Ligue des Champions, ça peut être une bonne surprise. Alors, pour moi, c'est pas pour dénigrer la prestation de Danilo du tout, qui a fait un très bon match, même plutôt un aller-retour convaincant, même s'il est fautif sur le but à Munich. C'est que c'est peut-être une configuration, en tout cas en tant que décès, qui est fait pour lui, c'est-à-dire il doit marquer Choupo de la tête, même un Müller de la tête, et c'est des ailiers de débordement qui vont pas venir vraiment permuter. S'il se devait à se retrouver décès contre City avec 3 joueurs sans vrais attaquants qui font que permuter, c'est peut-être plus compliqué. Non, mais c'est là où il sera intéressant en milieu, je pense. Bon, on verra bien, de toute façon, d'ici. Mais juste pour revenir sur ce que disait Lionel, moi je l'ai trouvé, bon de la tête, il a été du début à la fin du match. C'est un domaine qui domine, et surtout en l'absence de Kurzawa, et l'absence de Kurzawa et de Marquinhos, c'est important de l'avoir parce que sinon de la tête on ne prend pas grand-chose, quoi. Mais justement, ces interventions défensives en deuxième mi-temps, pour moi, elles ont vraiment baissé d'un ton par rapport à la première mi-temps. Il avait beaucoup plus d'autorité sur les attaquants adverses en première mi-temps, j'ai trouvé. Ok, on va passer aux latéraux. Donc Dagba et Diallo puis Baker. Lionel. Dagba, je l'ai trouvé bon. Il a été concentré jusqu'au bout. Il a bien tenu Kingsley Coman. Il prend un carton jaune un peu bête, mais je pense qu'il avait peut-être énormément couru et puis il manque un peu de lucidité. Mais il a bien. Comment? Il le prend tôt, le jaune. Non, il le prend ça. Ouais, 60e. Ah, 60e? Ouais, 60e. Ah, je croyais que c'était plutôt que ça. Ah, pardon. My bad. Et je trouve qu'il a su bien aussi gérer les débordements de Coman en bien s'ajustant pour pouvoir permettre à chaque fois à quelqu'un de venir l'aider dans un 2 contre 1 ou dans un 2 contre 2 quand le latéral dédoublé. Donc je trouve qu'il a été bon. Après, à gauche, pendant c'est quoi, 60 minutes de jeu qu'il joue, Diallo? Diallo, c'est à peu près ça, ouais. Ouais. Je trouve aussi qu'il a été bon. Il a bien défendu. Et puis techniquement, c'est un joueur qui commence à prendre confiance et donc qui est intéressant. Après, Baker, sa glissade à la 93e, on a tous flippé. Ça, sincèrement, alors, sincèrement, on a de la chance que Leroy Sané, ce soit le Di Maria des mauvais jours. Parce que s'il la met en retrait pour la met en retrait, aujourd'hui, on a les larmes aux yeux, quoi, à la 93e minute. Heureusement, ils sentent sur Navas. Ouais. Mais non,
il a clairement pas le niveau. Et quand tu l'entends se plaindre qu'il joue moins maintenant, qu'on lui Ah, fait... il a juste pété un câble une fois. Non, il l'a dit dans les médias. Ah bon, j'avais pas vu ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il avait pété un câble, il s'était énervé, puis après, il s'était excusé, et j'avais pas vu qu'il s'était Il a plaint. dit dans les Ah, médias ça, il faut qu'il réfléchisse pour savoir s'il va partir l'an prochain pour pouvoir Si je ne me avoir... trompe pas, Baker était le joueur de champ le plus utilisé en première partie de saison sous Oui, Tourelle. oui, mais ça, c'était incompréhensible. Il se retrouve 11e maintenant au classement des joueurs utilisés, donc du coup, il joue moins. Mais après, voilà, il y a le problème. Bah, de toute façon, on verra bien cet été, mais c'est pas forcément un avenir au PSG, Baker. Dryas, est-ce que tu partages l'analyse sur les latéraux? globalement, oui, et je vais revenir vite fait sur Dagba, parce que moi, j'ai vu le match, et je pense que j'étais un petit peu sévère sur le match, parce que c'est vrai qu'en revoyant le match, il tient très très bien Coman, en fait. C'est vrai que Coman arrive à le passer, mais à chaque fois, Coman arrive à le passer en bout de course, en étant tout au fond, et avec des angles de passe qui sont très complexes. Et plutôt que de se jeter à essayer de vouloir récupérer la balle, il s'est contenté de tenir joueur. Et à l'arrivée, il fait un vrai bon match. Défense à la Meunier, première année PSG. De quoi? En gros, tu décris une défense comme tu disais du bien de Meunier les 2 premières années au PSG. Contenir Ouais, le joueur, voilà, pas oui. intervenir, mais bloquer les angles. Sauf que Meunier face à Coman, là, il n'aurait pas pu. Mais, mais au niveau de la vitesse des appuis et tout, là où à l'aller, Coman arrivait quand même à faire beaucoup plus de différence sur son aile, l'influence de Coman a été beaucoup plus limitée. Et comme disait Lionel, la manière avec laquelle il s'est organisé pour défendre, c'était aussi permettre à quelqu'un d'autre d'avoir le temps de venir l'aider. Et ça a été fait avec intelligence, et ça doit être salué. Après, son apport offensif continue d'être trop sporadique, et quand il se révèle, il est rarement suffisant. Et comme disait Lionel, il y a ce carton jaune qui est un peu stupide. Côté gauche, Diallo, bah, ouais, Diallo bon. Après, on attend autre chose d'un latéral, mais Diallo bon par rapport aux absences. Et pour Baker, je vous trouve vous avez à la fois raison et à la fois dur, dans le sens où il rentre dans un match qui est extrêmement compétitif, extrêmement difficile, etc. Et même si, effectivement, si le Roi Sané avait fait, alors je compte, je sais pas, j'ai perdu le compte du nombre de mauvais choix qu'il a fait, mais a fait quelques mauvais choix, on va dire, euh, il s'est quand même mis au niveau de l'exigence, au niveau de l'exigence physique. Et rien que pour ça, j'ai envie de lui mettre un bon point, en fait. C'est pas, tu n'as pas envie de lui mettre une bonne note, mais tu as envie de lui mettre un bon point parce qu'il a su se mettre au niveau de l'exigence d'une manière générale de l'équipe, et il n'a pas dépareillé au niveau de l'attitude et de la solidarité. Après, au niveau du niveau, c'est autre chose. Je ne mets pas au même point que toi le bon point. Pour moi, il a été dépassé, notamment dans les 1 contre 1, notamment avec ses glissades à la fin. Le bon point, je le mets avec sa taille et sa position dans le terrain, dans la récupération des seconds ballons dans le fin de match. Et notamment une action vers la 90e où il récupère 3 seconds ballons de suite. Et ça a fait beaucoup Oui, pour ça, pouvoir mais garder la balle. d'une manière générale, dans l'attitude, il est bien rentré. Voilà, il a eu une bonne attitude quand il est rentré, et ça, j'ai envie de le mettre en avant. Très bien. Bon, on va passer au milieu, qui a été un point fort du PSG sur ce match. Paredes-Gay, qu'est-ce que tu as pensé de ce duo, Drayas? Bah, Gay, hein, j'ai vu une première fois le match. Après, moi, j'ai un espèce de miroir déformant qui fait quand Gay fait une erreur, je vois beaucoup l'erreur. Mais il a été très très bon sur ce match. Il faut appeler un chat un chat. Après, je suis juste gêné avec il mérite 8, machin, bidule chouette, parce qu'il y a quand même deux passes qui sont extrêmement dangereuses, deux passes de raté qui amènent des actions extrêmement dangereuses. Et j'ai du mal quand un milieu de terrain euh, amène ça, lui mettre un 8, ça me paraît. T'as du mal aussi au fait que beaucoup de gens ont mis Guillaume du match devant un Neymar ou un Di Maria, par exemple. Par exemple, oui, voilà, mais après, faut reconnaître, enfin, quand tu revois le match à tête reposée, il est Toi, tu lui avais mis un 8. Toi, tu lui avais mis un 8 il avant a, de revoir le match, donc bon. non, j'avais Non, mis. c'était à l'aller, Ouais, ça. ouais, 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 j'avais mis 7. Non, non, mais par la manière avec laquelle il a harcelé Kimmich, que là aussi, Kimmich, j'ai trouvé très bon pendant le match. Quand j'ai revu le match, je me suis rendu compte que non, il a pas fait un bon match, quoi. Et Gay y est pour beaucoup. Après, moi, Gay, j'ai un problème avec la manière avec laquelle il joue. Mais dans la manière avec laquelle il joue, il a été très très bon. Il y a juste ces deux gros ratés qui sont quand même des gros ratés qui font que tu peux pas
porter au nu comme il a été porté au nu, quoi. Et Paredes, que tu avais peu vu au premier match, si tu as revu le match, qu'est-ce que tu as Alors, j'ai revu le match. Intéressant, mais pas de quoi non plus monter au rideau. Quelques relances bien sorties. Il a été très précieux dans les sorties de balles. On a fait plusieurs sorties de balles où on avait l'impression qu'on prenait trop de risques, mais en fait, à l'arrivée, on arrivait à s'en sortir et on sortait la balle proprement. Et il a été un grand acteur là-dessus. Maintenant, il a été bon défensivement. Il a été relativement bon défensivement. Il s'est relativement peu fait passer. Mais tu peux attendre un petit peu plus d'influence quand même. Et j'ai pas de quoi monter au rideau non plus. Lionel, Là, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Darius. Je vais rajouter quelque chose juste sur Gay. Enfin, l'un des défauts de Gay que je trouve qui est un peu agaçant, c'est qu'il a tendance souvent à attendre que le ballon arrive sur lui pour se mettre en mouvement. Et souvent, surtout quand tu es dans une zone de pressing, quand tu contrôles le ballon arrêté pour pouvoir ensuite faire un changement de direction ou prendre une bonne décision, ça demande un peu plus de temps. Et ce qui fait que on constate souvent que quand le ballon va sur Gay, les équipes ont tendance tout de suite à démarrer un pressing très rapide parce que ça pertinemment qu'il y a de fortes chances qu'ils ne réussissent pas à sortir du pressing et donc perdre le ballon et mettre l'équipe en une situation dangereuse. Ce qu'on voit moins sur des joueurs comme Verratti ou Paredes, par exemple. Euh, Sinon, oui, Paredes, je trouve qu'il a été quand même assez bon. Après, il me semble aussi que c'est un joueur qui n'a pas joué beaucoup ces derniers temps. Donc, qui peut-être manque un peu de rythme. Après, c'est pas non plus un joueur qui a un gros volume de jeu, mais je trouve qu'il a quand même été intéressant dans cette capacité à pouvoir faire circuler le ballon dans les petits espaces ou dans les sorties de balles. Bon, c'est pas un joueur où je suis un grand fan, mais je trouve qu'il a été quand même essentiel, en tout cas pendant 60-70 minutes lors de ce match. Faut-il rappeler que Lionel réclamait à corps et à cri que Gaï vienne au Paris Saint-Germain ou pas? Non, non, ça c'est faux. Oh. non, non, il n'avait pas, il disait que ce serait un bon profil pour certains matchs. Ce type de match. Et oui, mais tu as un peu revu, Hein? t'as revu un peu t'as revu un peu ta copie il y a quelques jours. Tu disais Ah que même oui. ce type de match, Gay finalement n'avait pas le niveau. Non, mais ça, je dis pas le contraire. C'est que je dis, moi, de toute façon, si tu réécoutes le podcast, j'ai toujours dit que enfin, le truc qu'on avait fait, j'avais dit que moi, mon premier Pour les choix, matchs où on subirait, ouais, un choix différent. oui, mon premier choix serait un joueur plutôt comme Thomas Thomas Partey. Partey, ouais, qui peut jouer dans tout style de jeu. Exactement. Mais que dans les matchs où on allait subir ce qu'on a pu voir contre le Bayern, par exemple, que c'est un joueur qui pouvait être très intéressant dans cette capacité à pouvoir savoir déjà souffrir et à aller harceler les joueurs, parce qu'on n'avait pas ce genre de profil. Et sur ce match, dans ce rôle-là, il a été bon. Après, là où j'ai revu ma copie et je rejoins Basto après, c'est que le problème, c'est que quand on subit comme ça et que donc on récupère des ballons bas, il faut être capable de pouvoir sortir sous pressing et donc de relancer propre. Et là, c'est son défaut et qui fait que ça peut être un problème parce qu'il certes récupère des ballons, mais après, il peut être dans une position très dangereuse quand il les perd. Ouais. Moi, où j'ai bien aimé Gay sur ce match et surtout cette dernière demi-heure, Mm. et par rapport à certains matchs où il était placé dans des endroits un peu de no man's land, là, il était vraiment à l'agressivité, que ce soit sur Kimmich ou l'autre porteur du ballon, il était plutôt bien placé dans sa zone. Mm. Ce qui change de certains matchs où il était un peu placé dans des zones de non-droit, comme on va dire. On va passer au... Et sur Paredes, oui, sur Paredes, il était essentiel sur ce match par rapport au fait que Neymar soit touché aussi en zone assez haute. C'est que c'était la première relance avec des Oui, appuis intermédiaires dont on va parler maintenant sûrement. il le fait pas assez quand même, Basto. En première mi-temps, il le fait beaucoup. Il perd son pied en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, les premières relances, c'est vraiment Paredes qui touche soit Draxler, soit Di Maria qui ensuite vont toucher Neymar. Je suis pas convaincu. Et d'ailleurs, c'est là, c'est dans le premier mi-temps qu'on a la plupart de nos occasions. En deuxième, il pèse deux pieds, on en a moins.
Lionel, justement, ces deux personnes intermédiaires que je parle dans les espaces médians, Draxler, Di Maria, qu'est-ce que tu as pensé de leur match? En première mi-temps, je trouve que les deux ont été bons. Draxler, je trouve qu'il était extrêmement critiqué, mais souvent, quand il recevait le ballon, il arrivait, il a cette capacité à savoir éliminer, mais surtout, quand il élimine, à se mettre tout de suite dans une position où il est en capacité de faire la bonne passe et de mettre les joueurs qui vont recevoir le ballon dans de très bonnes positions. Il a aussi cette capacité à bien gérer l'espace, et même s'il ne fait pas beaucoup d'efforts, à être souvent là pour intercepter ou récupérer des ballons dans les angles de passe. Alors, son problème et son défaut, c'est que par rapport à son côté un peu longiligne, et puis un côté un peu comme Rabiot à l'époque, nonchalant, fait qu'on a l'impression qu'il ne travaille pas, qu'il ne sert à rien. Et je trouve que les gens étaient très sévères avec lui sur ce match-là. C'est un joueur qui, des fois, peut m'agacer. Là, je trouve il a été très utile. Après, en seconde mi-temps, il a baissé de rythme. Et je pense que ça, c'est dû au fait parce que c'est un joueur qui, physiquement, n'est peut-être pas assez bien préparé pour le très haut niveau aujourd'hui. Mais sur 45-50 minutes, je trouve qu'il a fait un bon travail et qu'il a su vraiment apporter. Si on revoit le match, il y a pas mal d'occasions où, quand il reçoit un ballon, il est capable, on le dit, sur un contrôle, à tout de suite se mettre dans une position qui lui ouvre le jeu et qui peut permettre de créer de très très belles occasions. Sur Di Maria. Di Maria, il a été beaucoup plus consistant. Et pareil, c'est là en fait la différence entre Di Maria et Draxler dans l'aperçu, dans la façon dont on perçoit les choses. C'est que Di Maria, quand il joue, il a une fréquence qui est un peu plus. Comment? Un peu plus élevé, ouais. Exactement. Donc ça donne l'impression tout de suite il est tout le temps actif, qu'il est machin. Mais voilà, il fait un très bon match. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, je trouve que les deux ont eu un niveau sensiblement intéressant. Et lui, il a un peu plus défendu que Draxler. Il a pu être plus intéressant sur une plus longue durée. Et on a vu un très bon Di Maria. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vu un très bon Di Maria en ayant vu aussi un bon Mbappé, un bon Neymar, ce qui est assez. Oui, c'est vrai. Drayas, nous, on avait un peu la même analyse sur Draxler Ouais, bah, je vais. Est-ce qu'en ayant revu le match, tu changes d'avis? Alors, oui et non. Oui et non. Ce que Lionel a dit sur Draxler est vrai et juste. Mais après, Lionel a oublié de préciser qu'il y a quand même deux centres qui sont au huitième poteau. On avait l'impression d'avoir retrouvé Bernard Mendy quand même. Et il y a plus de pertes de balles que Di Maria et Neymar dans les conduites. Alors après, oui, il a été très important et je suis obligé de le reconnaître. Mais après, je vais contrebalancer ça en me disant à quel point et pourquoi est-ce qu'il m'a autant agacé dans le match, parce que c'est quand même un argument. Il a été très important dans la construction de jeu et il a porté clairement sa pierre à l'édifice à toute cette période où Paris a multiplié les occasions, a multiplié le fait de mettre en danger Munich et il apportait sa pierre à l'édifice et j'étais beaucoup trop dur avec lui pendant le match. Maintenant, tu vois, c'est pas qu'il défend un peu moins que Di Maria, c'est juste Di Maria a fait les efforts défensifs, Neymar a fait les efforts défensifs. Tu as deux joueurs comme ça qui en font beaucoup plus, qui finissent d'ailleurs sur les rotules, qui n'ont pas forcément beaucoup plus de rythme que Draxler. Si on prend par exemple Neymar, et qui en font, mais qui, en termes d'ébauche d'énergie, qui sont à des années-lumière. Tu as Draxler qui est en train de marcher à côté. Il y a des fois où c'est insupportable, quoi. Il y a un moment où il faut qu'il en fasse plus. Il faut qu'il en fasse plus, quoi. C'est vraiment too much. Je l'ai défendu pendant très longtemps. Draxler est le deuxième joueur sur l'aller-retour qui Oui, qui fait les récupérations. Mais les récupérations. Pas par récup, en kilomètres parcourus. Ok, bah ça se voit pas, parce que c'est celui que tu vois le plus marcher. Mais peut-être. Mais à l'arrivée, au niveau des efforts, de l'impact, d'aller presser d'autres joueurs, etc., je veux bien qu'il soit un peu crevette, je veux bien que ce soit pas son point fort,
mais qu'il le fasse un peu plus. Dès qu'il s'agit d'aller presser un joueur, tu as l'impression que Draxler, il va mettre la pédale d'arrêt et il va arrêter d'aller vers le joueur. Et quand il le fait trop, et qu'en face, et qu'à côté, tu as ses coéquipiers qui sont clairement les stars de l'équipe, parce que pareil, Mbappé, faudra parler on en parlera après, de la prestation défensive de Mbappé, si elle n'est pas comparable à celle de Di Maria et de Neymar, elle est loin d'être absente, et que grosso merdo, tu as l'impression que le mec se prend pour la star de l'équipe, et c'est agaçant, quoi, qu'il en fasse plus, qu'il arrête d'avoir peur d'aller au contact, qu'il aille au contact, peut-être pas de manière bonne, mais au moins qu'il coupe le plus les angles de passe, etc., etc., etc. Di Maria, sa première mi-temps, c'est peut-être la meilleure première mi-temps de Di Maria au Paris Saint-Germain. Très très bon dans ses contrôles de balle, très très bon dans ses orientations, essentiel dans sa participation défensive. Il a fait un nombre de courses complètement hallucinant. Il baisse de pied après, mais pour moi c'est l'homme de la première mi-temps. Et j'ai été extrêmement surpris. Enfin, j'étais persuadé, on avait vu 30 minutes de bon Di Maria. Bon, moi j'étais persuadé que non, il a été bon pendant 60 minutes et vraiment une très très grande performance. Je l'ai rarement vu aussi bon. Bah, c'est vrai que quand Di Maria sur un match ne nous exaspère pas sur une conduite de balle de trop ou un mauvais choix, c'est rare. Voilà. Et en plus de ça, ajoute toute la participation défensive qu'il a eue. Il a été plutôt réprochable. Sur Draxler, je suis un peu entre vous deux. Je pense que même en faisant pas forcément un gros match, il est essentiel. Il est essentiel dans le plan de jeu de Pochettino, c'est-à-dire trouver Neymar en position haute, pour refuser qu'il décroche trop bas, plus bas que les milieux, comme on a pu le voir certains. Et qu'on avait dit Maria dans le demi-espace droit, Draxler dans le demi-espace gauche, qu'on respectait leur position et qu'on orientait très rapidement leur balle pour toucher Neymar. Je pense que ça a été une des clés du match. Donc à l'arrivée, même en ne faisant pas un grand match, Draxler, je pense, est essentiel là-dessus. Et ça aurait peut-être été différent si on avait eu Neymar à gauche, Verratti en 10, tu vois, sur un match comme ça. Au moins dans l'esprit du plan de jeu. Après, on aurait peut-être joué autrement, mais ça aurait été autre chose. On va passer aux deux stars du PSG, Neymar en 10, Mbappé en faux 9. Dryas, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des deux joueurs? Paradoxalement, Neymar a été porté au nu, mais moi je l'ai trouvé un chouïa décevant par rapport au match aller. Ça tient principalement à un reproche, le fait qu'il restait plus longtemps au sol qu'au match aller. Le match aller, c'était vraiment, il tombait, il se relevait tout de suite. Là, il cherchait plus à obtenir la faute. Alors après, sur le penalty avec Hernandez, il joue très bien le coup, il essaye, ça marche pas, c'est pas ça que je le reproche, mais d'une manière générale, il était plus, et puis un peu plus nerveux, c'est-à-dire un peu plus à discuter avec l'arbitre, un petit peu plus à chercher. On n'était pas dans le mauvais Neymar qui est proprement agaçant en Ligue 1, mais on était un peu entre les deux par rapport au Neymar de Ligue des Champions, et pour ça, il m'agaçait. Alors après, par contre, dans le jeu, on peut lui reprocher son manque d'efficacité, ça commence à devenir un problème. Et pour le reste, il n'y a rien à redire. Il te sort une masterclass. Le mec. Il oublie Mbappé en fin de match aussi. Allez. Oui, mais ça pour moi, je lui en tiens absolument pas rigueur parce que. Il peut trouver un truc qu'il a raté au-delà de la finition. Ouais, mais la fin du match, pour moi, parce que les joueurs, ils ont tellement couru pendant le match, ils sont tellement cuits à la fin du match qu'il avait plus de lucidité. Mais voilà, tu le vois de temps en temps. Je l'ai vu 2 fois à côté de Diallo dans le couloir gauche. Je l'ai vu parfois harceler Kimmich, à nos 30 mètres. Je l'ai vu parfois harceler Kimmich quand on était aux 40. Enfin, tu le voyais partout. Tu le voyais partout sur le terrain, aussi bien quand on avait la balle que quand on n'avait pas la balle. Enfin, on peut lui reprocher des choses, il y a des choses à lui reprocher, mais sinon performance majuscule. Et pour Kylian Mbappé, moi je l'ai trouvé très bon. Il s'est fait un peu baiser quand même au piège du hors-jeu. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a un c'est pas sa faute, hein. Sur un qui a sifflé injustement, sur les autres aussi, il a sa responsabilité. Non, je pensais au premier qui est sifflé tout de suite. Oui, voilà. Sur un, c'est injustifié. Sur les autres, si, c'est à lui de savoir. C'est un espèce de jeu de chat et la souris, le piège du hors-jeu avec les défenseurs. Et c'est là, il s'est fait avoir un peu plus que de raison. Pour le reste, très bon dans le jeu. On peut pas dire en jeu de 3 mètres non plus. Hein. Oui. Mais il s'est quand même fait avoir. Il s'est quand même fait avoir dans un jeu où il est censé essayer de gagner le plus souvent. Oui, bien sûr.
Après, tu peux pas lui reprocher de pas avoir mis de but. Il a été très bon dans le jeu. Il aurait pu avoir 2 ou 3 passes décisives à son actif. Et aussi un travail défensif sur la première ligne et une volonté de couper les passes. Je sais pas s'il y a un moment où il n'était pas en mouvement. Le Mbappé de Ligue 1 qui parfois attend que la balle lui arrive, là, c'était vraiment pas le cas. Il était tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement. Très, très bonne performance. Très, très bonne performance de sa part. Lionel, ton avis sur ces deux joueurs? Ben, après, je voulais juste revenir sur l'action où on dit qu'il oublie Mbappé. Ouais. Je trouve que c'est surtout, comme il s'appelle, Hernandez qui gère très très bien l'espace. Parce que quand on Hernandez qui fait un très très gros match d'ailleurs. Ouais, en dédicace à toi, Basto. Ouais. qui est en Boateng aussi. Les position, deux centraux font un très gros match. qui est dans une position où il, entre guillemets, coupe la ligne de passe. Et je pense que Neymar s'est peut-être dit que s'il arrivait à l'effacer, parce que si Neymar réussit son dribble, après là, il peut la glisser à Mbappé dans le but ouvert. Donc je trouve que sur cette action, c'est un peu sévère parce que quand on revoit bien l'angle dans lequel il arrive, Hernandez est vraiment très très bien placé pour soit l'empêcher de faire la passe et intercepter comme il a pu faire Ouais. sur le match. Pour la dédicace, Drayas, même si j'avais dit qu'Hernandez avait en ce moment, avec son coup de rein suite à sa blessure, est pas bon, j'ai toujours considéré que c'était un central et pas un latéral gauche. Hein. C'est à gauche que je le trouve un peu surcoté. Après, bah oui, le seul reproche qu'on peut faire à Neymar, c'est la finition. Euh, dans, dans la nervosité, je ne l'ai pas trouvé si nerveux que ça. Il est loin de prendre notamment un jaune qui l'aurait suspendu en demi-finale. Ouais. Oui, oui. Et- Mais il est plus nerveux qu'à l'aller. C'était par rapport à l'aller que je faisais la comparaison. Mais je ne disais pas qu'il était aussi nerveux que ce qu'il est parfois en Ligue 1. Hein, je, attention. je pense que ce qui l'a surtout frustré, c'est tous les ratés. Et qu'on le veuille ou non, il le sait pertinemment que si Paris, par exemple, se faisait éliminer, malgré le match qu'il fait, il en aurait pris plein la gueule pour tout ce qu'il a raté. Hein. Il a fait des matchs. Donc je pense que c'est ça aussi qui crée chez lui, pendant plus le match avançait, une forme de frustration. On va dire la même chose de l'aller. Hmm. Tu pourrais dire la même chose de l'aller, mais À l'aller, il ne rate pas autant d'occasions que là. Là, il fait 3 poteaux. il y en a 2 à l'aller quand même. Il y en a quand même 2. Mais oui, les deux, je les ai trouvés vraiment très très bons, que ce soit dans l'état d'esprit, que ce soit dans les efforts, dans les décisions, prise de choix. Sur le hors-jeu où Mbappé va marquer. Et après, je trouve qu'il faut surtout féliciter l'action de Boateng. Beaucoup de défenseurs ont tendance à vouloir accompagner l'attaquant, alors que l'attaquant il part lancer, il part arrêter. Et Boateng, dès qu'il voit que Neymar touche le ballon, fait tout de suite 2 pas vers l'avant pour pouvoir mettre Mbappé en jeu. C'est vraiment une action défensive de très grande classe de la part de Boateng sur cette action. Ouais. Bon, on a fait le tour de ces individualités de ce match contre Munich. On va passer maintenant à la suite, cette demi qui nous attend contre City. Alors avant de passer à cette demi, je vais poser une petite question. Est-ce que pour vous, c'est déjà le plus beau parcours de l'histoire du PSG en Ligue des Champions, Drayas? Oui. Tout simplement. Après les campagnes 94, entre 90 et 97, enfin c'est 97, oui, mais c'était plus la même compétition, mais entre 90 et 96, je suivais pas assez le Paris Saint-Germain pour pouvoir en parler, donc depuis cette période-là, je réponds sans Du hésiter. moins sous QSI. Sous QSI. Ah, sous QSI, mais même avant QSI en fait. Hein. Bon, avant QSI, on n'était pas en Ligue des Champions, mais Ça a été quelques fois. aussi avec Anelka. Mais de très très loin, c'est la meilleure performance en Ligue des Champions que je vois du Paris Saint-Germain. Lionel. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai pas vécu celle où on élimine le Barça de Johan Cruyff. Donc, en tout cas, sous QSI, oui, c'est sûr que c'est la meilleure. Mais comme j'avais dit la semaine dernière, je trouve que cette saison, malgré des performances et des résultats qui sont pas forcément exceptionnels, je trouve que c'est l'une des saisons où je trouve que l'équipe a un état d'esprit plus, on va dire, conquérant, surtout en Ligue des Champions. On a vraiment cette capacité à chaque fois à, à savoir résister, souffrir
pour Et moi, parfois bien joué aussi, hein. D'aller contre Barcelone, le retour contre Munich. oui, même bon, après en poule un peu moins, mais oui. Et, du coup, pour toi, Lionel, est-ce que Paris devient le favori de cette Ligue des Champions, ou du moins le favori contre City en demi-finale? Non, clairement pas. Enfin, j'ai entendu des gens dire qu'on est favori. Ouais. Pour moi, non, on peut pas être favori contre City pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, City, malgré le fait qu'on critique beaucoup Guardiola euh, par rapport au fait qu'il n'ait pas gagné en dehors Non, ouais. du Barça, c'est quand même sa huitième demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas rien. Quand on voit l'effectif de City, c'est à chaque poste. Première avec City ou pas? Comment? C'est sa première avec City? C'est sa première avec City. Ouais. Ok. Mais à chaque poste, c'est deux joueurs de très haut niveau. C'est pour moi peut-être l'effectif le plus complet d'Europe. Euh, donc je pense pas qu'on soit outsider, mais je pense pas qu'on soit favori aussi. C'est du 50-50. Ce sera deux très beaux matchs, je suis sûr et certain. Après, je réitère ce que je t'ai dit en off. J'ai l'impression que c'est l'année du Paris Saint-Germain. Tu l'as dit au dernier podcast en on, hein? Ah, ok. Et j'avais dit aussi que je voyais aussi c'était et après, Et avant le match retour, donc ouais. ouais. Et sur les réseaux sociaux, après, j'ai vu que ça commençait à sortir, mais j'avais dit aussi que pour moi, ça ressemblait aussi au parcours pour nettoyer le traumatisme. On va rencontrer toutes les Ah équipes. bah, ça, ce serait parfait. On bat City, qui sera un autre traumatisme après avoir battu United en poule, Barça, Ouais. Munich, et finir en battant Chelsea de Pour tout, Real, pour notre traumatisme principal. ça, c'est votre traumatisme perso, mais je pense que quand Ou on même regarde, le Real, ça marcherait, hein, ce serait. ce serait la première grosse blessure de Neymar chez nous. Et, donc, C'est vrai. Darius, toi qui donnais 70-30 pour Munich contre Paris, tu donnes quoi là? Ah, j'étais à 80-20, hein. T'avais dit 80. Ah ouais, t'avais dit 80-20. Ah oui, c'est vrai. T'avais dit 80-20 en étant généreux même. Voilà. Voilà, non mais j'y croyais pas du tout quoi. J'y croyais pas du tout, je croyais pas du tout dans cette équipe. Bah, là, les choses ont changé. Mais alors déjà pour répondre à ta question initiale, pour moi le favori de la Ligue des Champions, on arrive en demi-finale, il y a une équipe qui est là et clairement c'est le favori, peu importe la manière avec laquelle elle joue, parce que c'est cette équipe-là. Le Real Madrid qui sont en train de revenir, même avec des blessures, même avec des vieux joueurs vieillissants qui sont capables de se réinventer. Clairement, c'est le favori de la Ligue des Ah Champions. bah, le Real Madrid, c'est sûr, ils ont combien de Ligue des Champions? Ils en Il ont n'y en a pas de 12. Ouais, ouais, voilà, Je crois qu'il y a 14 Ligues des Champions sur les demi-finalistes, dont 13 pour le Real, une pour Chelsea, ouais, 0 un pour, truc dans le 0 pour genre, Paris. mais C'est ça, c'est ça. 13, ouais, 13 Real, une voilà. Chelsea, 0 pour les deux autres. Le favori, c'est le Real Madrid. Après, le favori peut être battu, mais le Real Madrid, c'est une équipe où, à mon avis, si tu arrives en finale, en supposant qu'on passe City, et que tu arrives en finale, il va falloir être très costaud mentalement parce que déjà, avant le match, c'est possible que tu aies partiellement perdu le match, quoi. Et sur la confrontation contre City? Alors sur City, City du coup, dire qu'on est favori, je suis d'accord avec Lionel, ce serait usurpé, et surtout que notre équipe, elle est encore très dure à lire après tous ces alternements, les matchs retour qui ressemblaient à rien, d'abord le plafond de verre, etc. Et le plafond de verre des quarts de finale qui a été franchi l'année dernière, le machin. Enfin, on est encore super jeune et on n'a pas de point de référent, et se situer comme favori, ça serait beaucoup trop tôt. Mais maintenant, je peux plus me permettre de dire ouais, c'est du 80-20 quoi. C'est comme le dit Lionel, à mon avis, c'est du 50-50. City est une équipe qui elle-même a ses propres démons et qui est en train d'en franchir un parce que ils Ils sont ont pas battu des gros, mais bon, ils ont passé ce oui, cap. mais ils sont enfin sortis du quart de finale comme nous l'année dernière, donc ils vont avoir faim comme nous l'année dernière. C'est une équipe qui a, comme le disait Lionel, des effectifs, un effectif avec tous les postes doublés et vraiment des joueurs qui sont très cohérents au poste. Il y avait un point faible habituellement chez City, c'était la ligne défensive. Ils ont fait On parlait de la prochaine question. Ouais, ils ont fait un bond énorme sur la ligne défensive. Donc, c'est clairement pas une équipe si tu vas avec la fleur au fusil, tu es à peu près sûr de sortir. Maintenant, je disais qu'il n'y avait aucune certitude.
et c'est même pas encore une certitude, mais il y a quand même une impression, c'est que justement, on va pas y aller à la fleur au fusil. Et j'ai pas le sentiment qu'on va se mettre à avoir les jambes qui tremblent comme on a pu le faire contre le Barcelone après je sais plus quel score et je sais plus quel score au retour. Mais voilà, on va plus y aller comme ça. Donc je pense que oui, maintenant, de donner moins que 50% à Paris après qu'ils viennent de sortir Bayern Munich, c'est pas raisonnable, mais leur donner plus de 50, ça serait pas raisonnable non plus. Je ne sais pas si tu as beaucoup vu jouer City. Est-ce que pour toi, Dreyas, tu peux nous lister certains points forts, certains points faibles ou tu sais pas assez? J'ai pas assez vu, j'ai pas assez regardé la première ligue, mais clairement, le gros point fort de City, c'est leur milieu qui n'est pas un milieu. Avec des joueurs qui sont capables à peu près, alors que certains te mettent des mines des 25, enfin, tu prends Gundogan qui est un des meilleurs buteurs de Et première. leur attaque qui n'est pas une attaque, hein, avec De Bruyne, Foden. Oui, oui, aussi, mais j'allais y venir après. Mais tu prends Gundogan, c'est un des meilleurs buteurs de City. Je ne sais pas si c'est le meilleur. Puis ensuite de ça, leur attaque où c'est trois faux ailiers, etc. Enfin, tu mélanges tout ça. C'est une équipe qui clairement sait jouer à la possession, mais c'est pas la possession comme Laurent Blanc, c'est la possession ultra active. C'est vraiment l'objectif, c'est de marquer un but. Ils peuvent avoir tendance à tomber dans le piège du trop beau jeu. Ça leur joue quelquefois des tours. Mais surtout, ce qui est notable, c'est la ligne arrière, quoi. C'est surtout ce qui est notable, plus que l'attaque, plus que le milieu, c'est la ligne arrière où il y a une vraie grosse différence par rapport aux autres années. Lionel, Moi, le seul match que j'ai vu, je crois, de City cette année, c'est contre Manchester United où ils perdent 2-0. en match aller du championnat, Match retour, non? match retour, peut-être, je sais pas. Match retour, ils perdent contre United. Non, je crois qu'il y a 0-0 match retour. Non, ils ont perdu, c'était dernièrement. Perdre contre lui dernièrement, mais je crois qu'ils sont... Ah, peut-être, ouais. Bon, peu importe, ouais, ce match-là. Et en fait, quand je vois ce match-là, quand je vois Manchester, je vois Paris T'as raison, c'était au match retour, ouais. je vois Paris avec un petit peu plus, avec un petit peu moins de talent. Et je me dis en fait, c'est le match qu'il faut que Paris fasse pour éliminer Ouais. City en Euh, fait. alors, pour moi, c'est à la fois le point fort. Bon, non, ça, j'y reviendrai plus tard. Je pense que Guardiola a toujours été un coach pragmatique, mais qui s'est oublié dans les dernières Ligues des Champions en voulant changer justement ce qui marchait et essayer de s'adapter à l'adversaire, que ce soit contre Lyon avec cette défense à 5 ou les années d'avant, etc. Il s'est un peu renié dans son jeu. Et cette année, il est purement pragmatique, encore plus qu'il a pu l'être. Guardiola, il a sorti certains joueurs des Sterling, des Laporte pour trouver une équipe qui est à peu près toujours la même, avec ses faux neufs, ce milieu, etc. Cette défense Stones-Diaz qui marche de merveille, meilleure défense d'Europe dans les championnats européens et en Ligue des Champions. Et du coup, c'est devenu une équipe qui est un peu moins imprévisible avec ballon, donc un peu plus facile à gérer, mais en même temps qui est beaucoup plus solide dans ses certitudes. Donc c'est un peu le point fort et le point faible de cette équipe. C'est qu'en même temps, on se dit, il y a moins de chances de prendre une raclée, mais il y a moins de chances qu'il passe complètement à côté. Donc on verra bien ce qui se passe. Et moi, ce qui me fait peur, c'est cette ligne d'attaque sans véritable attaquant. Je pense que c'est peut-être plus difficile à gérer que cette ligne d'attaque de Munich où on sait très bien qui fait quoi. C'est là où le retour de Marquinhos peut être essentiel. Ah ça, c'est sûr que Danilo, ce sera pas la même chose à gérer cette attaque que celle de Munich. Si c'est pas là à l'aller, ça va poser souci. Mais du coup, toi, tu mets quoi en termes de pourcentage, du coup, Basso? Moi, je mets 60-40 City. 60-40? Ouais. Et bah du coup, justement, on parle peut-être d'un retour de Marquinhos, mais il y aura aussi sûrement, s'il n'est pas reblessé d'ici là, le retour de Verratti et peut-être le retour d'Icardi. Est-ce qu'on peut jouer pareil qu'on a fait contre Munich avec ces deux joueurs-là et est-ce qu'il faut les aligner? Donc Verratti le sera. Est-ce qu'il faut aligner Icardi, Lionel? Pour moi, Icardi a perdu sa place et j'ai pas l'impression que. Enfin, moi, quand on voit, je pense qu'il était déjà en retour physiquement contre le Bayern. J'ai pas l'impression que Pochettino compte vraiment sur lui pour cette fin de saison. Peut-être plus dans la rotation pour des matchs de coupe ou des matchs qu'il va considérer peut-être un peu moins difficiles. Mais en Ligue des Champions, je pense pas qu'il fera appel à Icardi, sauf hécatombe et qu'on manque de solutions. Euh, et j'ai même l'impression que dans sa tête, Icardi n'est
plus à parler vraiment. En fait. Drayas. Pour abonder dans le sens de Lionel, j'ai pas le sentiment que Pochettino a envie de voir Icardi revenir, mais j'ai pas l'impression non plus que Icardi ait envie de se voir revenir. Alors après, c'est que des impressions, c'est que des jugements, tu vois ça que de l'extérieur, j'ai pas parlé au mec, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'il en enchaîne comme blessure, qu'est-ce qu'il met du temps à revenir à chaque fois, on n'a pas l'impression qu'il est motivé. Et du coup, enfin, ouais, pour Icardi, clairement pour moi, il a perdu sa place et je suis pas sûr qu'il ait envie de la regagner, quoi. Donc, ça semble compliqué. Après, est-ce que Marco Verratti va changer le jeu? Pas nécessairement. Et comment jouer avec Verratti, justement? Est-ce qu'il C'est fait ça, Neymar à gauche? est-ce qu'il va le faire jouer 8-10? C'est très probable. Après, Pour toi, il doit jouer à la place de qui, par exemple, dans une compo? c'est complexe parce que je suis pas coach et Pochettino justement va me surprendre parce qu'il y avait des trucs que je voulais et c'est pas ce qu'il faisait et à chaque fois je me retrouvais devant les matchs à me dire en fait c'est pas si con par rapport à la situation et donc mais en soi vu la manière avec laquelle Marco Verratti a été utilisé, tu as plutôt tendance à dire qu'il serait utilisé en 8-10, mais peut-être qu'il ferait quelque chose de différent par rapport à City. Verratti a été utilisé en 8-10 quand Neymar n'était pas là. Hein. Quand Neymar était là, c'était souvent Neymar le 10 et Verratti en 8. Donc... Oui, mais il était quand même un petit peu plus haut que les lignes basses. Et enfin, c'était un espèce de positionnement quand même qui était hybride. Et tu avais Marco Verratti qui avait clairement l'intention de rester très très haut. Et on s'en souvient notamment pour sa passe qui amène un but de non, Neymar. à ce moment-là, il joue 10 pour ses passes. Hein. Ouais, mais voilà, mais il y avait Neymar sur le terrain à ce moment-là. Non. T'es sûr? Oui. Bon, ok. En tout cas, j'en sais rien. Parce que peut-être qu'on aura besoin d'avoir cette agressivité, cette pugnacité justement un petit peu plus bas sur le terrain, mais paradoxalement, tu as besoin aussi d'avoir cette pugnacité. Enfin, tu peux pas te permettre de laisser le milieu trouver, enfin, que ce soit Gundogan qui soit derrière pour trouver De Bruyne ou que ce soit le contraire, tu peux pas te permettre de laisser cette passe se passer de manière tranquille. Donc, tu es obligé d'avoir un mec qui va presser relativement haut entre les lignes. Et peut-être qu'il faudrait utiliser Marco Verratti dans ce cadre-là. Maintenant, encore une fois, jusqu'à maintenant, Pochettino, moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais juste glisser un mot là-dessus, c'est que je suis en train de retrouver le plaisir de regarder les matchs parce que je ne sais pas exactement ce qui va se passer et qu'à chaque fois que le match soit extrêmement décevant, que le match soit frustrant, mais à chaque fois il se passe quelque chose et tu n'es pas juste en train de regarder un match en te disant mais pourquoi est-ce que je suis en train de regarder un match? Et il y a entre autres cette part de il te surprend. C'est-à-dire que tu n'es pas capable d'anticiper. Et en plus de ça, il y a un paramètre qui est très important, c'est que Pochettino et Guardiola se connaissent un petit peu, se sont joués quelque peu. Il y a même un traumatisme pour Guardiola avec la sortie en Ligue des Champions par Tottenham il n'y a pas si longtemps. Et il va forcément y avoir des ajustements tactiques de la part des deux coachs qu'on n'est absolument pas capable d'anticiper, en fait, parce qu'ils connaissent l'historique, quoi. Donc, je suis incapable de te répondre. C'est vraiment, je suis vraiment. Après, c'est vrai qu'on a eu un match contre Barcelone, que ce soit aller au retour, où il y a eu Verratti mais pas Neymar, et contre Munich, c'est l'inverse. Donc là, comment de nouveau intégrer les deux s'ils sont aptes? C'est vrai que c'est une question qui se pose pour qu'ils soient trouvés dans les bonnes zones chacun. Et c'est compliqué. Moi, perso, je mettrais plus Verratti dans le milieu à deux à la place d'un Paredes ou d'un Gay, ça dépend. Ouais, mais tu auras peut-être besoin du président. Ouais, peut-être, mais je laisserais les Draxler Di Maria dans ces demi-espaces pour trouver Neymar en zone haute. Mais ça se trouve, il fera complètement autre chose, en fait. Enfin, on verra. C'est possible, mais si on décide de jouer City comme on a joué Munich au retour, c'est-à-dire en essayant de trouver Neymar en zone haute, sachant que City va jouer, qu'on peut les avoir en bloc bas et en contre, souvent les équipes qui ont embêté City, ça a été ça cette année quand même. Ça peut être le cas. Lionel, ouais, quand United avait joué City, ils avaient joué en bloc bas. En explosant. C'est Dominé qui avait sorti un gros match, non? Ouais. Il y a Dominé, il y a. Je me souviens plus trop, mais ils avaient fait un très très bon match. Peut-être Fred, je sais pas. Oui, Fred, je crois qu'il a fait un très bon match, me semble. De toute façon, on verra d'ici là, il y aura peut-être des blessures. Mais c'est ça, c'est un point sympa, ça, avec Pochettino. T'es pas vraiment capable de savoir ce qu'il va faire, en fait. Ah non, que ce soit le match contre ça, même à Lyon en Ligue 1 et les confrontations contre Munich, tu vois la compo, tu te dis merde, et puis après tu te dis bon,
Et des fois, tu es déçu, mais il s'est passé quelque chose. Voilà, ça fait du bien. Ouais. Bah, on verra bien ce qui se passe contre City. Avant de se quitter, toujours 1-0 pour Montpellier, 80e minute de jeu contre Lille, donc on verra bien. Tu m'as pas posé la question concernant l'utilisation de Verratti. Ah, je t'ai pas posé la question, pardon. Alors, Verratti. Mais en fait, moi, je pense que c'est plutôt l'animation défensive qui va changer s'il met Verratti ou pas. C'est-à-dire qui va venir aider dans le couloir gauche. Après, dans l'animation offensive, quand on n'a pas le ballon, tu peux très bien te retrouver avec le milieu à plat, avec par exemple Di Maria qui gère un peu le côté droit et comme il s'appelle Gay ou un autre qui gère le côté gauche avec Verratti et Paredes en position axiale et Neymar qui se recentre pour, en cas d'occupation de ballon, se retrouver pas très loin d'Mbappé. Ouais, Dans des phases de position, demander à Neymar de s'excentrer un peu côté gauche pour être dans une position qui correspond un peu plus. Donc après, on verra, mais je pense que c'est pas incompatible de voir les deux joueurs ensemble sur le terrain. Ouais. Bah, ce sera une. C'est l'animation. Comme disent tous les coachs, c'est une question d'animation. Tout à fait. Phrase bateau, mais réelle. Et j'ai envie d'ajouter, il y a la bonne animation et la mauvaise animation. La bonne animation, c'est quand... C'est quand l'animation est bonne. Et la mauvaise animation, c'est quand l'animation est bonne, mais elle n'est pas bonne, quoi. Alors, non, la bonne animation, c'est quand l'animation est bonne. La mauvaise animation, c'est quand l'animation est bonne, mais c'est touché le coach. Nouveau point aux inconnus. Bah écoutez, on verra ça. Un petit pronostic pour le match de dimanche contre Saint-Etienne, vite fait, Lionel. 1-0 pour Paris. Drayas. C'est un match qui fait un chouïa peur, hein, parce que tu sors d'une immense décharge émotionnelle. Tu as un Saint-Étienne qui va avoir besoin de points. Alors après, notre chance, c'est que Saint-Étienne est vraiment pas cohérent en ce moment, a toujours pas réussi à résoudre l'équation est-ce que je fais jouer les jeunes, est-ce que je fais jouer les vieux, quoi. Ils ont plus ou moins résolu, mais c'est quand même dans le dur. Mais c'est un match qui fait un petit peu peur. Donc, je vais faire comme Lionel, je vais dire le 1-0, mais c'est parce que c'est le souhait et parce qu'on a vraiment besoin de mettre des points. Donc, Moi, je vais dire 3-1 PSG. Eh ben. Et ben, on verra ça. Bah, merci à vous deux d'avoir été là. Merci Lionel. Merci les gars. Merci Drayas. Merci tout le monde. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très vite. Ciao. Ciao tout le monde.